Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Le point à la mi-séance en Europe, le 13h des day traders. Nous sommes le mardi 2 août et il est 13h01. Alors, on va revenir sur les charts intraday H4, H1, des actifs qui vous intéressent, essentiellement des indices boursiers, des paires majeures, l'euro-dollar, l'once d'or, et puis d'autres actifs si vous posez la question dans la section commentaires. Alors, trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Un passage en revue du calendrier économique de cette journée. Alors, c'est de toutes les sessions de la semaine, donc de cette première semaine du mois d'août, c'est la séance la plus calme, donc qui est adaptée en fait à l'analyse technique puisqu'elle n'est pas mise en danger par la volatilité que peut créer les statistiques économiques. Alors, durant la session asiatique, il y a eu la baisse des taux de la Banque de réserve d'Australie, on en a déjà parlé. Cet après-midi, le marché va s'intéresser à des statistiques, bon, pas de second rang, mais des statistiques importantes sont plus aux États-Unis. Revenus personnels, dépenses personnelles. L'indice PCE, tout de même intéressant parce qu'il est suivi par la Réserve fédérale. Un ensemble de chiffres qui seront publiés à 14h30 et qui auront un impact sur le dollar américain, donc notamment sur les paires majeures. On peut avoir quelque chose de ce côté-là. Nous, on se retrouvera comme d'habitude à 15h15 pour le Wall Street Insider et les marchés actions américains, avec un indice Nasdaq 100 qui a dépassé ses sommets annuels, qui confirme le Dow et le SP500. SP500 toujours en rouge, le Dow en légère consolidation descendante, probablement un drapeau. En tout cas en Europe, il y a un retour de la volatilité. Alors, depuis le morning meeting, il n'y a pas de grandes nouveautés, hormis le fait qu'un certain nombre de marchés ont atteint des objectifs. Alors, je vais passer ici en plein écran sur... Ah, alors, attends, je vais le remettre. Hein. On va passer en revue l'Eurostoxx 50. Laissez-moi juste remettre le graphique qui vient de disparaître. C'est le benchmark, il est proche d'un support, donc on se stabilise en Europe, en attendant désormais le comportement de Wall Street. On était hier en fin de matinée sous des belles résistances en Europe qui ont provoqué donc un scénario baissier, la baisse des valeurs pétrolières, le secteur financier. Laissez-moi donc simplement vous remontrer ce qui m'a amené hier à envisager que les indices boursiers reculent. Tout d'abord, bon, ça vous connaissez la trame de fond par cœur, hein, ces résistances en données hebdomadaires, mais là on va se concentrer sur l'intraday, l'Eurostoxx 50 en données 4 heures. On va le remettre dans son cadre. Voilà donc cette trendline baissière. Hier, cette structure en chandelier japonais, double sommet sous une résistance majeure à 3000 points. Donc l'avantage de l'Eurostoxx 50, les chiffres ronds fonctionnent bien parce qu'ils sont utilisés par la gestion d'actifs pour se couvrir. La gestion action qui est long only cherche tout de même à se couvrir de la baisse des marchés en vendant du futur, en vendant des contrats à terme. Et ici, le CFD EUSTX 50 représente la dynamique du futur Eurostoxx. Alors, hier, une étoile filante. Lorsqu'on cherche à déterminer la cible théorique d'une structure en chandelier japonais, on prend son amplitude totale qu'on projette dans le sens du signal que donne le chandelier. Donc là, pour le coup, c'est une bougie baissière. Tous les objectifs, pour la plupart, ont été atteints. Je vais zoomer. Vous avez donc ici les extensions de Fibo. Je viens d'attraper, regardez, je clique dessus, donc c'est bien ça. J'ai attrapé l'amplitude totale de la structure en étoile filante. Et ça a bien marché. Hein. Regardez, les niveaux horizontaux ont bien agi sur le marché. Donc tout d'abord 0,618 d'extension projetée vers le bas de la hauteur totale de cette structure en étoile filante. Puis le 1 pour 1, puis le 1,618. Ce qui est intéressant, c'est que le 1,618 vient renforcer ce niveau horizontal. Le RSI H4 s'est bien dégonflé, pas de divergence haussière, bon, on est désormais proche de la zone de survente. Donc simplement pour dire, comme j'envisageais ce matin dans le morning meeting, que nous sommes désormais à proximité de niveaux permettant de prendre des bénéfices. Pour aller réellement plus bas, il y a un gros niveau horizontal ici à briser. Vous voyez clairement sa force et sa précision sur l'Eurostoxx 50, j'ai pas triché, donc vous prenez ici une ligne horizontale, vous faites coller au plus haut, plus bas. Donc ça, vous voyez ici un gros niveau horizontal sur l'Eurostoxx 50, qui est donc à 2908 points ici. Le sommet du 30 juin, le plus bas du 19 juillet. La grosse cassure haussière ici du 12 suivi du pullback, l'impulsion, prise d'appui. Et donc voilà, là le marché revient dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
En ce qui me concerne, vu la dynamique qui a commencé sur les marchés actions européens après 4 semaines de hausse et toujours en se référant donc à l'horizon de temps supérieur, les graphiques en données hebdomadaires, je n'envisage pas une stratégie positive ici malgré la proximité de ce niveau horizontal qui d'ailleurs n'a pas été testé précisément puisque le plus bas ici sur le CFD s'est fait à 2914,50. Je pense encore que le marché peut aller le tester. Les indicateurs de tendance qui ont largement soutenu la reprise depuis le début du mois de juillet ont été brisés. Les prix sont sous ces indicateurs de tendance dont la pente commence à s'infléchir et à devenir baissière. Alors, bon, va-t-on derrière avoir une cassure de ces 2908 points? C'est possible, il ne faut pas l'anticiper. Ce qui est certain, c'est que si elle a lieu, ce sera exactement comme les cassures ici des moyennes mobiles ou encore l'étoile filante d'hier, un signal technique vendeur. Pour aller plus bas, il faut donc briser ce niveau. Si vous tradez le CFD GR30, ayez donc toujours côte à côte les niveaux du CFD EUSTX50 pour le confirmer. Puis surtout, parfois on a le sentiment que le GR30 réagit un peu au milieu de nulle part sur le plan de chartiste. C'est parce que lui se situe sur un gros point de chartiste. Donc, l'anticipation, la suite de l'anticipation, c'est toujours d'aller chercher précisément ce niveau horizontal dont le marché s'est approché environ 5 points en fin de session européenne. Sachant que, dites-vous bien, que les indices boursiers américains n'ont pas du tout, à part le dos, entamer une réelle phase de retracement. Par contre, ce sont des marchés qui dérivent à plat. C'est une autre façon de consolider dans un marché fort. On fait souvent des ranges latéraux plutôt que des phases de retracement. C'est typiquement ce qui passe aux États-Unis. Donc l'Eurostoxx 50, enfin le CFD ici ESTX 50, je pense, peut encore aller chercher un peu plus bas à 2908 points. En tout cas, tant que ce niveau n'est pas atteint, je conserve l'opinion négative. Le GR30, lui, c'est propre. La résistance hebdomadaire, limpide. Je vous remontre ici cette ligne de tendance qui attrape quand même des sommets de marché importants, puisqu'on a ici le sommet du 11 avril 2015, qui est le point haut suite à l'engagement par la BCE de son premier programme de quantitative easing. 1 point, 2 points, la ligne de tendance existe. Troisième contact, c'est le principe du premier test. Et là, on s'apprête, donc on rejette clairement depuis hier. Donc, sous ces niveaux weekly, difficile pour moi de proposer quelque chose sur support, mais je préfère accompagner la stratégie négative qui a été proposée hier. Le GR30 avait réalisé le 19 juillet une fausse cassure de la MM20H4, l'a réintégrée immédiatement. Derrière, on a eu une belle phase haussière. Là, elle est brisée, et clairement, le marché, ici, ne semble pas la réintégrer. On se cale sur la MM50, ce sont des moyennes mobiles qui, quels que soient les horizons de temps, fonctionnent bien. Donc la 20 période et la 50 période. Là, on fait une toute petite pause sur la 50 période. Alors, est-ce qu'on peut envisager un pullback? Après, on peut voilà, faire un petit range. Elle commence donc à changer de direction, ce qui n'était pas le cas dans toute la phase de reprise depuis le 8 juillet. Donc voilà, là c'est une cible. Pour autant, cette MM50 jours, cette moyenne mobile simple à 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, j'estime qu'elle n'est pas suffisante pour envisager une stratégie de rebond. Enfin, chacun ensuite sa façon de faire. On voit bien que ça stabilise, mais j'envisage davantage plutôt un risque d'aller chercher le niveau horizontal qui se situe plus bas. Donc voilà, on se cale dessus. Grand corps négatif, l'étoile filante, les résistances weekly, il y a quand même un certain nombre de choses pour envisager que ce marché se replie davantage. Le FRA 40, ici, la même chose, je visais 4350, le marché l'a fait et même passé en dessous. C'est désormais un niveau de prix, ici donc c'était précisément 4357, qui peut agir en résistance. Comme l'Eurostoxx 50, la ligne de tendance en place depuis le 24 juin est brisée. Donc d'un point de vue de chartiste, le fait quand même qu'à la fois l'Eurostoxx 50 en H4 est basculé sous la ligne de tendance, le fait que le FRA 40 lui aussi est basculé sous la ligne de tendance, et que le GR30 lui est cassé donc sa MM20, m'invite à penser que la baisse n'est pas terminée. Alors si elle se prolonge, les cibles sont ensuite les 4300 du FRA 40 et les 10 100 points, 10 084, 10 100 points sur le GR30. Alors est-ce qu'on va la briser tout de suite ou d'abord ranger entre les deux moyennes mobiles? Ça personne ne le sait. Si je descends d'un horizon de temps et en envisageant le H1, pas de divergence, mais vraiment rien. Donc pour l'instant, rien n'indique à un stade précoce que ce marché peut rebondir après avoir atteint quelques objectifs de cours. Et encore, ici sur l'Eurostoxx 50 en H4,
encore une fois, on n'a pas précisément testé le niveau. Méfiez-vous quand on aura fait pile poil 2908. Donc surveillez ça sur le CFD. On vaut 2920. 2908, c'est clairement un point d'inflexion. La résistance vendue le 30 juin, l'accélération haussière du 12, le point d'achat du 19 juillet. Là, je pense qu'on va au moins aller le chercher. Et je penserai à ce moment-là clairement à mettre plus en stand-by ou à largement baisser les stops ou à prendre des bénéfices et à garder le stop initial. Après, c'est à vous de gérer la position. Mais en tout cas, c'est une cible pour cette session de trading du 2 août, ouverture de la session US, les 2908 points sur le CFD USTX 50. Alors, on va passer sur le marché d'échange. Des résistances ont été atteintes ce matin par un certain nombre de taux de change, dont les 1,47 sur l'euro CAD. Le marché temporise légèrement. Mais en même temps, c'est un marché qui n'a jamais monté de manière verticale. Impulsion range, un canal haussier à faible pente. Eh bien, c'est un mouvement technique qui est bien construit. On a cassé des résistances, on fait une target, on retrace. On recassera, je pense, derrière des résistances. On retracera à nouveau, etc. etc. Il y a du rythme de marché, il y a du timing. Au-delà de l'anticipation, c'est aussi là-dessus qu'il faut se concentrer lorsqu'on ouvre une position et ensuite lorsqu'on gère une position ouverte. Alors, j'enregistre la disposition sur les indices et on passe sur le marché d'échange. Donc cet après-midi, ce sont quelques statistiques pour le dollar américain. Bon, ça peut créer un peu de vol. Eurodoll, même niveau que ce matin, calé sous un 12. On voit que le marché temporise légèrement, mais j'envisage toujours qu'on soit capable cette semaine de dépasser la résistance. Donc on verra. Ensuite, le taux de change euro CAD a atteint donc les 1,49. Moi, je surveille la ligne de tendance haussière qui est en place depuis le rebond sur 1,42. En données journalières, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. Il y a simplement de la volatilité parce que c'est un marché qui est très lié au comportement du prix du pétrole, qui a quand même perdu 20% depuis le début du mois de juillet. Donc je surveille le bas de canal et il se trouve ici. Vous pouvez tracer quelques lignes de tendance et on peut envisager une reprise dans cette zone. Après, si vous décomposez toute la hausse de ce marché en bougie japonaise 4 heures depuis le 18 juillet, on avance exactement de la même façon. C'est assez haché, mais au final, chacun fait des niveaux plus hauts. Donc, pour se guider, on peut étudier des moyennes mobiles en intraday. La 20 est pas mal, mais elle est, je pense, trop testée et à un moment ou à un autre, elle n'agira plus. J'aurais tendance à mettre sous surveillance la MM50 sur l'horizon de temps 4 heures et là-dessus pour envisager une remobilisation des longs. Donc je la surveille, ainsi que cette toute première trendline qu'on peut ajuster ici précisément et qui permettent de délimiter un canal. Des mouvements de retour violents, c'est une paire qui est coutumière, hein. Donc je pense que là, ce sera susceptible de relancer. Les marchés actions US, on en parlera tout à l'heure. Et le taux de change USD-Yen, on en parle tout de suite parce que vous me posez la question. Donc c'est parti, le taux de change USD-Yen. Eh bien, le scénario suit son cours, le grand corps négatif du 29 juillet, la petite phase de transition latérale. Et là, je pense qu'on est en train d'en sortir par le bas. On peut probablement ajuster la résistance. 103,39, on n'ira plus la chercher. 102,80, c'est la nouvelle résistance ici sur ce marché. Je pense toujours que le marché va retomber en direction des 100,56. La moyenne mobile à 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures MVA50H4, c'est celle-là que je surveille et c'est celle-ci qui je pense peut provoquer une relance de la dynamique. Il y a un écartement moyenne mobile intraday qui est assez fort parce que le marché a bien accéléré ce matin. Là ça retombe dessus, mais je pense que c'est clairement pas du tout la fin du mouvement, simplement ça retrace, c'est un peu violent, mais je reste tout à fait confiant. Donc l'USD Yen, sous les 102,80, je garde le cap et je vise 100,56. Alors, on me pose la question sur l'AUD-USD. Alors ça peut être surprenant en effet parce que la Banque Centrale a baissé ses taux. Ça a été vendu, ça a été payé dans la foulée. Alors, elle baisse ses taux probablement par anticipation, je pense, de la baisse du prix de l'énergie. Après, lorsqu'on regarde récemment la macro chinoise, elle tient le cap. C'est quand même une devise qui est liée à la macro chinoise. Le dollar US est sous pression. Un marché qui a des raisons fondamentales de baisser et qui ne veut pas baisser, c'est que ces données fondamentales sont intégrées dans les cours. Pour raisonner de manière logique, baisse des taux, le marché paye, c'est que c'est dans les cours. Donc, raison de plus de faire confiance à la ligne de tendance haussière ici de l'AUD-USD
et d'envisager une remontée en direction des 0,76 et des 0,7640. Après, lorsque je regarde les 2 dollars des antipodes, donc je vais retourner chercher le taux de change NZD-USD. Juste ici, je préfère la configuration technique du NZD-USD parce qu'ici il y avait une divergence haussière cachée en D1. Et je reste haussier et je pense désormais que regardez la MM 20 jours, elle est à plate, elle commence à prendre une pente ascendante. Ligne de tendance haussière, on peut peut-être encore dériver un peu, mais j'envisage derrière l'impulsion vers 0,73. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Je pense que clairement, ce marché ira chercher plus haut. Et en lien direct donc avec avec les statistiques américaines. Et enfin donc sur ce marché, la ligne de tendance là je trouve qu'elle est assez propre. On a des mouvements de retour assez forts à chaque fois, hein. Impulsion, retracement, on ne respecte pas les pivots, les overlaps. Les cassures des niveaux horizontaux sont régulièrement mises à l'épreuve, mais au final c'est un marché qui continue de progresser, donc je ne m'inquiète pas trop. MM50, H4. Par contre, la volatilité propre à ce marché rend nécessaire de laisser sa chance au trade et donc d'avoir un stop large. Et si on accepte un stop large, soit on réduit son volume, soit on vise tout en haut. Alors le stop large, j'hésiterai pas à dire carrément sous un 45-25 pour aller chercher les sommets ici du 9, du 8, 9 et 10 mai. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ce graphique de l'euro-dollar. Je ne suis pas vendeur des 1,12, je pense que ça peut passer. L'euro-dollar n'a pas baissé avec la BCE, l'euro n'est pas baissier, le dollar US est sous pression. Je m'attends cette semaine à ce qu'on casse les 1,12 pour aller chercher les 1,1250, voire les 1,1280 $. Voilà, c'est la fin du trésor des day traders. Je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider. Et on reparlera de tous ces marchés qui seront volatiles plus que maintenant. Parce qu'on aura les statistiques américaines et surtout l'arrivée, l'ouverture des salles de marché aux États-Unis, l'ouverture des banques, l'arrivée des traders. Ils vont voir ce qu'on a fait en Asie, voir ce qu'on a fait en Europe et vont essayer d'attraper des bons timings, des bonnes opportunités. Alors pourquoi pas justement ces paires de devises qu'on retraçait depuis ce matin. Les traders arrivent aux États-Unis, se disent que le prix est intéressant et là peuvent relancer les dynamiques. C'est pour ça que je garde le cap sur toutes ces stratégies directionnelles proposées. Merci à tous, bon appétit peut-être, et sinon rendez-vous ici à 15h15.